le monde, bienvenue sur notre chaîne Onili Unité. Nous sommes ravis de vous revoir encore ce soir connectés aussi nombreux comme d'habitude et nous vous disons merci. Alors, en ce jour, nous avons fait déjà une vidéo d'annonce pour le thème qui est celui des mariages mixtes, d'accord? Alors, ce soir, avant de commencer, nous allons d'abord saluer nos invités. Alors, nous allons saluer nos invités. Tout le monde, on va commencer par on va commencer par le couple hôte. Hein, c'est monsieur Boubinji Leinda et madame Boubinji Leinda, Petroni et Ligé, qui sont là avec nous ce soir. On va leur faire un coucou. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, le couple. Salut. Bonsoir à tous. Merci, bonsoir. Comment allez-vous? Très bien, nous allons très bien. Comment allez-vous? Un plaisir de nous retrouver encore ce soir avec vous. Hein. Voilà. Effectivement. Alors, nous allons également le couple Diallo. Bonsoir, monsieur et madame Diallo, comment allez-vous? Bonsoir, Marc Karen. Ça va bien? Vous allez bien? Magnifique, par la grâce de Dieu, tout va bien. Alors, nous allons également saluer le couple Giraud, Jennifer et Jean-Marc. Bonsoir à vous. Bonsoir. Alors, ça va? Ça va bien. Oui, ça va. Alors, c'est une première pour vous, hein, n'est-ce pas? C'est ça. Ouais. Alors, nous sommes tous heureux de vous rejoindre, nous sommes tous heureux de vous recevoir, pardon. Alors, nous allons continuer la présentation de cette vidéo. Alors, je vais laisser la parole à mon chéri Karel pour continuer. Alors, comme mon épouse l'a si bien dit, ce soir, nous allons parler de mariage mixte, hein, comme nous l'avons annoncé dans la vidéo teaser. Nous allons parler de mariage mixte de couples qui sont issus d'origines différentes, qui sont issus de cultures différentes. Et c'est la raison pour laquelle nous avons deux couples d'invités ce soir, que nous allons présenter tout à l'heure. Et ils vont nous édifier par la grâce de Dieu, ils vont répondre à certaines questions, ils vont nous partager leurs expériences, comment s'est passée leur rencontre, quels sont les challenges qu'ils connaissent dans leur couple respectif, et bien d'autres questions, selon ce que l'Esprit de Dieu va inspirer ce soir. Amen. Alors, sans plus tarder, nous allons passer à la première question, ou alors le premier axe de réflexion, qui est de savoir comment s'est passée votre rencontre, hein, qu'est-ce qui s'est passé, et qu'est-ce qui a motivé vos choix. Qu'est-ce qui a motivé vos choix? On va commencer par nos invités du jour, parce que le couple Betty et Isaga, ils sont déjà habitués, donc on va honneur au nouveau, hein, à Jennifer et Jean-Marc. Déjà, bonjour à tout le monde. Comment on s'est rencontrés? On s'est rencontrés dans le cadre de l'église. Il y a un écho. Ouais, il y a un écho, ouais. On s'est rencontrés dans le cadre de l'église, on allait aux mêmes réunions de jeunesse. En fait, à cette époque-là, à l'église de La Rochelle où j'allais, on avait des réunions interjeunesse qui faisaient en sorte que tous les jeunes des assemblées de Dieu de la région dans laquelle on était, donc c'était Poitou-Charentes. Ouais. Voilà. C'était Sainte, La Rochelle. Voilà, on se retrouvait dans une des églises ADD et faisait une grande réunion de jeunesse. Je pense que c'est semestriel, quelque chose comme ça. Oui, ça devait être ça, à peu près tous les 6 mois. Et voilà, donc on s'est rencontrés là. La première fois qu'on s'est vus, c'était à une réunion de jeunesse. Et ensuite, Jean-Marc est venu continuer ses études à La Rochelle, où je faisais aussi mes études. Et c'était comme ça, on allait dans la même église et c'est comme ça qu'on a appris à se connaître, qu'on est devenus amis et puis que voilà, au fur et à mesure, la relation s'est étendue. Ouais, voilà. C'est ça. Plus ou moins, on s'est rencontrés à l'église. On va dire qu'on s'est rencontrés à l'église. C'est l'église qui a été le catalyseur, on va dire. C'est là qu'on se retrouvait et c'est à chaque fois là qu'on avait des événements en commun, des occasions de se parler, de faire connaissance et puis de faire grandir une relation qui perdure encore aujourd'hui. Voilà. Qu'est-ce qui a motivé
vos choix. C'est-à-dire, vous êtes rencontrés à l'église, mais qu'est-ce qui a fait en sorte que, bon, Jennifer soit intéressée par Jean-Marc, Jean-Marc soit intéressé par Jennifer? Qu'est-ce qui a motivé votre choix? Tu veux répondre en premier ou... Ouais, je dirais que moi, au début, c'était essentiellement un ami. Hein. J'avais mon histoire qui était assez compliquée à gérer. Donc, je venais du Gabon et puis je voulais pas forcément tout de suite rentrer dans une relation. Et parce que j'avais besoin de prendre du temps pour guérir, pour me construire. Et justement, au départ, c'est un petit peu, comment dire ça, contradictoire de dire ça, mais Jean-Marc, il m'énervait. Parce que c'était vraiment quelqu'un qui à chaque fois me relançait. Au début c'était je veux dire innocent, je veux dire. Parce que c'était pas avec des arrière-pensées ou quoi, mais en fait quand on a commencé à se fréquenter, moi j'étais pas forcément avec des arrière-pensées ou une envie de relation amoureuse ou quoi, mais simplement en fait moi la première fois que j'ai commencé à fréquenter Jennifer, en fait c'était une personne qui était beaucoup plus réservée qu'elle l'est aujourd'hui. Elle parlait pas beaucoup et en fait moi je la trouvais assez mystérieuse en fait, mais à côté de ça il y avait vraiment quelque chose qui me donnait envie de creuser, d'aller plus loin. Et en fait au début de notre relation ça allait, ça fonctionnait bien parce que c'était un petit peu innocent. Et puis il est arrivé un moment où ça a été un petit peu plus compliqué. Je pense qu'une fois qu'on a dépassé le cadre de juste d'amitié simple, les choses se sont compliquées en fait. Il fallait, pour passer à une étape supérieure, il fallait régler certaines choses. Et du coup, c'est ce qu'il a fallu faire pour passer à l'étape supérieure. Moi, clairement, je pense qu'à ce moment-là, le Seigneur m'a clairement brisé vraiment pour me donner la forme que j'ai aujourd'hui. J'ai vraiment dû renoncer à plusieurs choses, mon orgueil, et puis aussi guérir aussi dans mon cœur des blessures du passé avant de passer à autre chose. Et sincèrement, une fois que tout ça a été réglé, moi, ce qui m'a attiré vers Jean-Marc, c'est que j'ai réalisé qu'il avait été patient, en fait. Il a été patient dans le sens où il m'a laissé le temps, moi, de guérir, et d'entendre moi-même et d'attendre moi-même la direction que le Seigneur voulait donner à ma vie, en fait, par rapport au mariage. Et c'est cette patience-là qui, au final, a fait en sorte que je réalise que c'était lui le bon, en fait. Mais c'est pas évident parce que c'était pas vraiment le cas. Parce que quand Jennifer s'est rendue compte, a commencé à réaliser que notre relation allait plus loin que la simple amitié, en fait, elle s'est immédiatement fermée. Ouais, je me suis braquée. Et c'est là où elle disait que je l'énervais, c'est parce qu'en fait, moi, je me suis retrouvé d'un coup face à un mur, alors qu'une semaine avant, c'était une très belle relation, on s'entendait très bien, on passait des bons moments ensemble, et on se projetait sur la suite, on se disait c'était à la fin de l'année, je me rappelle, et on se disait à la rentrée, on va se retrouver, on va se faire des choses ensemble et tout, on va passer du temps ensemble. Et quand la rentrée arrive et que je reprends contact, je viens vers elle, en fait, je me heurte à un vrai mur. Elle m'a ignoré totalement, elle me calculait plus, elle me renvoyait bouler même limite. Et du coup, moi, c'est vrai que j'ai eu un peu cette réaction de me dire, il faut que j'essaye de comprendre. Moi, je suis quelqu'un qui déteste rester comme ça sur ma faim et surtout ne pas comprendre ce qui se passe. Et du coup, c'est vrai que moi, j'ai tendance, même dans la vie de tous les jours, c'est comme ça. Quand il y a quelque chose qui va pas, quand il y a un conflit ou quand il y a une incompréhension, en général, j'ai tendance à insister pour que le truc se règle tout de suite parce que je déteste rester dans l'expectative, rester dans l'attente. Et du coup, il y a eu toute une période, en fait, où moi, j'essayais de comprendre et elle avait l'impression que je la saoulais parce que du coup, je revenais à la charge en permanence. Et c'est là que, en effet, quand elle a réussi à régler, on va dire, ces problèmes qu'elle avait dans sa vie, moi en fait j'étais toujours là, même si j'avais un petit peu renoncé à comprendre. Au bout d'un moment, j'avais relâché un petit peu. Je me suis dit le jour où elle voudra m'expliquer ou où elle sera prête, elle viendra m'en parler. Et puis c'est tout. Au bout d'un moment, j'avais un petit peu
lâcher l'affaire. Ouais. Et c'est là où cette parole était venue dans mon cœur. Un cœur qui sait attendre, c'est un cœur à prendre. Et j'aurais toujours cette pensée-là, en fait, de me dire, bah, c'est quelqu'un qui a su. Pourtant, il y avait d'autres filles, hein, on sait un petit peu comment ça se passe dans les églises, que ce soit les églises évangéliques ou autres, dès qu'un gars... Et là, il y a plein de sœurs qui tournent autour. Mais voilà, il a su attendre. Je saurais pas dire exactement quelles étaient les convictions qu'il avait dans son cœur à ce moment-là pour lui. Je pense que lui, c'est les choses qu'il garde sur son cœur pour les moments de tempête aussi. Mais il a su rester là, il a su attendre. Et moi, je me suis dit, quelqu'un qui sait attendre pour moi, c'est quelqu'un qui est fait pour moi, en fait, tout simplement. Et le jour où elle est revenue vers moi, et c'était le bon fond. Oui, moi, en fait, j'étais content qu'elle revienne vers moi. Après, j'étais un petit peu aussi, je dois le reconnaître, j'étais un peu dans la méfiance parce que je me suis dit, ok, est-ce qu'elle va pas repartir? Est-ce qu'elle va pas refaire la même chose? Est-ce qu'on va pas recommencer à se parler? Et puis du jour au lendemain, je vais la voir disparaître à nouveau. Ouais. Donc, j'avais pas envie, au début, j'avais pas tant envie que ça de m'impliquer à fond, mais même si moi, j'avais quand même des sentiments et des convictions vis-à-vis d'elle. Mais c'est vrai que j'y allais, on va dire, prudemment. Oui, mais c'est là qu'intervient aussi la merveilleuse étape des fréquentations. C'est à ce temps-là où on apprend à connaître l'autre, on se pose des questions l'un sur l'autre. Puis on a eu aussi une phase d'explication où clairement on s'est rendu compte aussi des choses qui n'allaient pas forcément, même dans notre relation naissante, des incompréhensions, des différences. Là justement, c'est le thème un petit peu de ce qu'on aborde ce soir, c'est des différences de compréhension, de culture aussi, qui fait que moi, il y a des choses qui me paraissaient sans importance, qui pour elle étaient extrêmement importantes. Donc c'est vrai qu'on avait commencé à bâtir notre relation en partant du principe que l'autre nous comprenait totalement. Et finalement, c'était pas forcément le cas. Donc tout ça fait qu'à un moment, quand on s'est retrouvés, les choses ont été un peu mis à plat. On s'est un peu parlé à cœur ouvert et finalement, ça a été la base en fait de notre relation. Et en fait, encore aujourd'hui, le cœur de notre relation, c'est la communication, tout simplement. Et l'écoute, parce que communiquer c'est bien, mais il faut que la personne en face soit capable d'écouter et de comprendre ce qu'on veut dire. Ouais. Voilà pour nous. Amen, amen. Merci pour ce merveilleux témoignage, vraiment. Et maintenant, on va passer la parole au couple pastoral, Betty et Isaga. Alors, qu'en est-il de chez vous? Qu'en est-il de votre rencontre? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a motivé vos choix respectifs? Parole à monsieur et madame Diallo. Je vais. Okay. En tout cas, merci encore pour cette que vous me donnez pour partager un peu brièvement notre témoignage. Alors, comment on s'est rencontrés, Betty et moi, on s'est rencontrés à l'église aussi, pareil. On était tous les deux à l'église de Rennes, ACERN, pour préciser. Et moi, comment je suis arrivé déjà à l'église, c'est un ami, donc un camarade de classe qui m'a invité un jour dans sa cellule. Je suis arrivé, puis depuis ce jour-là, j'ai décidé de rester dans sa cellule et puis d'être fidèle aussi à l'église. Et c'est dans cette cellule-là, justement, que j'ai vu pour la première fois mon épouse. Mais je me rappelle que la première année, Betty n'était pas vraiment... Et puis, d'ailleurs, moi-même, j'avais même pas pour objectif de me marier tout de suite et puis de commencer des relations, etc. etc. Donc, voilà, franchement, Betty, quand je l'ai vue la première année, pour moi, c'était vraiment tout simplement une sœur de l'église. On était dans la même cellule au départ, puis après, moi, j'ai ouvert ma cellule avec une autre personne. Et donc, elle aussi, Betty aussi a ouvert sa cellule, du coup, on s'est séparés à un moment donné. Mais voilà un peu rapidement comment on s'est vu pour la première fois. Et ensuite, l'année qui a suivi, je me rappelle bien, je crois que j'étais en dernière année d'école. J'étais en dernière année d'école et pendant que j'étais en train de terminer mes études, j'ai prié, j'ai fait cette prière à Dieu. Je lui ai dit, cette année, je finis mes études. Je serai dans certaines conditions. Voilà, je sers déjà Dieu à l'église.
Je suis déjà en stage de fin d'études, donc je me prends moi-même en charge. Et à la fin de mes études, dès que je commence à travailler, moi, je veux que tu m'aides à me rapprocher en fait de ma future femme. Et c'est comme ça que je commençais à prier par rapport à ça et je me préparais également moi-même, hein, spirituellement. Je me préparais moi-même parce que je savais que bon, le mariage, c'est pas juste voilà, l'eau et voilà, c'est pas la. L'enfance tranquille. Voilà, donc je me suis préparé pendant ce temps-là. Oui, donc je me suis préparé pendant ce temps-là et il y a un jour où j'étais en train de prier et tout à coup, en fait, j'ai entendu son nom, en fait. Et juste après avoir prié, et je pensais même pas à elle. Tu vois, je pensais même pas à elle. Je sais pas du tout. Voilà. En tout cas, je pensais pas du tout à elle. Et dès que j'ai fini de prier, ce jour-là, je me rappelle, j'étais en amphi. Pendant la pause entre midi et 14h, là, donc j'étais à l'amphi, j'étais en train de prier. Et puis juste après, en fait, elle m'appelle. Or, elle m'a jamais appelé. Elle avait juste mon numéro, mais elle ne m'avait jamais appelé. Elle m'avait jamais appelé. Il n'y avait aucune relation entre nous. Hein. Vraiment, on se voyait juste à l'église, on se disait juste bonjour, bonsoir, et puis c'est tout, quoi. On était des frères et sœurs, et puis voilà. On partageait rien de spécial. Et du coup, quand elle m'a appelé, moi, je me suis dit, ah, ça, c'est vraiment signe. Du coup, elle m'a appelé, elle me demandait un service. En fait, j'avais une voiture, je me rappelle, une petite voiture. En fait, c'était l'un des rares, à ce moment-là, jeunes à l'église qui avait une voiture aussi. Et donc, moi, quand je l'appelle cette fois-là, c'était vraiment pour, ben, voilà, il va me servir à quelque chose. J'ai besoin de faire des courses, j'habitais un peu loin. Et donc, ben, vu que lui, il refusait jamais rien à personne, donc, ben, voilà, je l'appelle là, à ce moment-là, pour ça. Or, je ne savais pas derrière que, ben, lui, il avait quelques minutes avant fait cette prière-là. Et c'est vraiment après qu'il va me le dire. Je te laisse. Ouais, c'est ça. Son appel était vraiment intéressé. Hein. Était vraiment intéressée. Elle m'a appelé, elle voulait faire des courses, du coup, elle avait besoin d'un coup de main. Je lui ai dit, OK, bon, je suis allé l'aider. Et dans la même semaine, en fait, j'ai commencé à prier par rapport à elle et demander confirmation parce que dès le départ, moi, vraiment, ce que je voulais, c'était vraiment une relation qui allait aboutir directement au mariage. Pourquoi ça? Parce que juste avant elle, en fait, j'avais des sentiments envers une autre sœur de l'église. Qui t'a bouché? Attends, mais laisse-moi parler. Ouais, c'est bon. Vas-y. J'avais des sentiments envers une autre sœur de l'église. Hein. On était, elle et moi, d'ailleurs, dans la même cellule de prière. Donc, elle. C'était ton adjointe. Ouais, en plus, voilà, c'était mon adjointe. Non. Elle c'était la responsable, justement. Et moi, j'étais son adjoint. Imagine la brebis attaquer son responsable. Ouais, j'étais courageux. Mais bon, voilà, j'ai attaqué et puis bon, j'ai eu mon râteau. Hein, en fait, voilà, tout simplement, j'ai eu mon râteau et c'était sévère et c'était grave et c'était terrible. Et quand j'ai eu ce râteau-là, bon, j'ai prié. En fait, le même jour, je vous assure, alors que j'avais des sentiments pour la sœur en question, le même jour, j'ai prié, j'ai dit non, Dieu, ça là, faut plus que ça m'arrive, plus jamais du tout. Et à partir d'aujourd'hui, je veux que tu m'aides à fermer mon cœur. Je ne veux plus avoir de sentiments pour qui que ce soit si ce n'est pas la bonne personne. Je veux que tu m'aides à fermer mon cœur. Et je vous assure, quand j'ai fait cette prière, le même jour, en fait, j'ai été guéri du râteau. Le même jour, je vous assure. Le lendemain, quand je me suis réveillé, je n'avais plus aucune douleur, plus aucun goumin, plus rien du tout. Et c'est après ça, en fait, quand j'étais en train de prier justement par rapport à ma future femme, quand le Seigneur a mis Betty sur mon chemin, dès qu'elle m'a appelé, quand on s'est rencontrés ensuite le soir, dans la même semaine, je vous assure, dans la même semaine, j'ai prié, j'ai demandé confirmation à Dieu. Et il y a un truc aussi que j'encourage que je dis souvent aux jeunes gens, aux jeunes hommes, c'est que
il faut vraiment, il faut avoir une communion personnelle en fait avec Dieu qui est et avec le Saint-Esprit en fait, parce que en fait le choix du conjoint est extrêmement important. Moi, j'avais développé en fait, quand tout à l'heure je disais que j'avais travaillé je travaille sur moi-même, c'est que je travaille ma relation et mon écoute du Saint-Esprit. Du coup, quand j'ai rencontré Betty, j'ai su en fait dans la même semaine que c'était elle et j'avais confirmation que c'était elle en fait. Parce que vraiment, il y avait pas les sentiments pour m'embrouiller et vraiment j'avais confiance en mon écoute dans la voix du Saint-Esprit. Du coup, dans la même semaine en fait, je savais que c'était elle, elle. Et ce que j'ai fait, c'est que je l'ai appelée un soir et je lui ai dit bon. Et je lui ai déclaré la chose directement, alors qu'on n'avait pas fait de période de fréquentation, ni de fiançailles, tout ça. Enfin, si, on l'a fait après. Oui, on l'a fait après, du coup. Mais en tout cas, dans la même semaine, je l'ai appelé et puis je lui ai déclaré la chose, quoi. Et puis, je lui ai dit que ce que je veux, c'est vraiment quelque chose de sérieux avec elle, quoi. Et j'étais tellement sûr de moi, à un tel point où j'étais un peu devenu arrogant aussi, quoi. Parce que je me rappelle que ce jour-là, je lui ai dit, de toute façon, tu peux faire tout ce que tu veux, tu vas aller t'embrouiller partout, mais tu vas aller choisir revenir tel frère ou tel frère, de toute façon, je sais que c'est toi, point. Bref, donc, du coup, je vais raconter, du coup, moi, ce qui se passait de mon côté. Donc, moi, j'étais, faut savoir que, j'ai grandi avec mon père, mais comme on sait, nos parents africains, ils sont là, mais pas comme on le souhaite. Donc, papa, il pourvoit à nos besoins, il pourvoyait dans tous les domaines, mais l'affectif, on l'a pas beaucoup eu, on n'a pas beaucoup reçu. Et du coup, je n'ai pas aussi grandi avec ma mère. Donc, mes parents sont divorcés. Et donc, j'ai vraiment grandi avec ce côté-là, cette absence des deux. Et très tôt, j'ai recherché l'amour d'un père et d'une mère auprès des garçons. Et donc, ce qui fait que j'ai donné ma vie au Seigneur très tôt, donc en cinquième, donc à l'âge de 12 ans, mais vraiment sérieusement. Mais de la cinquième en terminale, à part mon année de quatrième, j'ai eu des petits copains étant chrétienne, baptisés du Saint-Esprit, baptisés d'eau, tout ça. Et mon Dieu. Et c'est parce que je voulais vraiment combler ce vide-là. Et je me rappelle, et je dis toujours merci au Seigneur de ce qui m'a gardé, que je ne suis pas allée plus loin dans ces relations. Ça se limitait vraiment aux choses basiques. Mais je me disais à chaque fois que j'étais dans ces relations, je me disais, mais tu fais quoi là en fait? Sors de là. Donc à chaque fois, je suis dans des relations et puis je casse parce que c'est le moment de casser. Et quelques mois après, je me remets dans une autre relation parce que je recherchais cet amour-là. Mais je n'étais pas du tout d'accord. Donc j'arrive en France dans cet état-là. J'arrive d'abord à Rouen. Et ensuite, je vais à Rennes parce que je veux aider ma grande sœur, le pasteur ici, qui était à ce moment-là pasteur à l'ASORN avec mon beau-frère, le pasteur Isaac. Donc, je vais l'aider essentiellement parce qu'elle devait accoucher, donc de mon neveu, le deuxième. Et donc, je suis là et c'est comme ça que je rencontre. Donc, j'ai même dans l'église, j'ai eu deux relations. Bon, je vais laisser la première, mais la deuxième, c'est la deuxième qui me trouve en fait quand Isaga vient me demander en mariage. Et avec ce frère-là, je ne sais pas comment l'expliquer, mais j'avais une certitude que ce n'était pas du tout de Dieu. Je savais. En fait, il faisait des trucs, il était chrétien, il aimait Dieu, musicien, parfois en réunion de jeunes ou même parfois en réunion de l'église, le pasteur le laissait apporter la parole et vraiment il apportait la parole avec impact, il touchait la vie des gens. Mais le Saint-Esprit me disait, mais non, tu vois en fait que quand vous êtes ensemble, il y a des petits trucs qu'il fait, c'est banal, mais je t'assure que si tu te maries avec lui, ça va être de gros trucs dans le mariage et tu ne pourras pas supporter. Et donc, c'est comme ça que je m'entête. Je suis même allée passer une semaine chez le frère de Junior à Clermont-Ferrand, chez Jerry. Et j'étais vraiment perturbée. Parce que j'avais vraiment des sentiments pour ce garçon, mais vraiment.
Mais vraiment. Et je parle, et ça, c'est un conseil que je donne, de ne pas vivre ces relations cachées, d'en parler toujours à un responsable ou à des amis proches. Et c'est ce que j'avais fait. Et toutes les personnes autour de moi étaient unanimes. Non, Betty, ne continue pas cette relation avec ce frère-là. Ne continue pas, même si il est bien, même s'il aime Dieu. Mais non, mais non, mais non. Et donc, c'est comme ça que je vais une semaine chez Jerry, à Clermont. Et quand je reviens, le frère m'a fait un truc où j'avais emmené une fille à l'église. Et puis, je reviens et j'entends des trucs comme quoi il s'est rapproché de la fille. Mais comment ça on fait? Et du coup, j'ai vraiment mal réagi. Et puis, je commençais vraiment à m'éloigner, mais j'arrivais pas. Donc, un coup, je m'éloigne, un coup, je reviens, un coup, je m'éloigne, un coup, je reviens, malgré tout ce que le Saint-Esprit me disait, malgré ce que j'avais déjà vu. Et c'est comme ça que dans cet état-là, Isada vient me voir. Et ben, il me dit que ben, je veux comme ça, en fait, sans préavis, vraiment tout ça. Mais dans mon cœur, j'avais déjà commencé à me séparer de l'autre, je ne savais pas. J'avais cette ferme assurance que même si je sais qu'il n'y a pas un homme pour une femme sur la terre, mais je savais que lui, si je le laissais passer, c'est comme si cet esprit me disait que si tu le laisses passer, lui, même si tu es dans cet état-là, tu vas encore attendre avant que j'envoie quelqu'un qui sera dans le plan parfait que j'ai pour toi. Et c'est comme ça que je fais Jean, quand il m'appelle ce jour-là, je fais Jean, la go qui réfléchit et tout ça. Et mais parce qu'au fond, je savais que c'était ça. Et je suis allée voir ma grande sœur, le pasteur ici, le pasteur Isaac, et ils m'ont dit en fait que Betty, lui là, faut accepter. Vraiment, c'est pas qu'on ne t'influence pas, on te dit pas oui parce que c'est toi qui vas vivre avec lui, c'est toi qui vas voilà cheminer avec lui. Mais on a cette paix dans notre cœur que tu peux foncer en fait, tu peux dire oui. Et ben c'est comme ça que ben, quelques jours après, je le rappelle, je dis Seigneur en fait, tu vois que je n'ai pas de sentiment pour lui. Et au contraire, même j'ai encore un peu de sentiment pour l'autre. Et j'ai été vrai avec lui aussi. Je lui ai dit que là, en fait, toute l'église était un peu au courant que j'avais ce truc-là avec l'autre frère. Mais ce qui m'avait beaucoup aussi marqué, je sais pas, vraiment, lui était toujours à côté, sauf lui. Et ce qui m'avait aussi marqué avec lui, c'est qu'il avait un très bon témoignage dans l'église. Un très bon témoignage dans toute l'église. Toute l'église était une petite comme grande, du pasteur à la plus petite des brebis. Isaga, en fait, son amour pour Dieu, son service pour Dieu, et même encore jusqu'aujourd'hui, en étant pasteur, le sacrifice de soi, en fait, le fait et pour moi, c'était des signes importants. Je me disais, moi, j'aime Dieu, je veux le servir, que ce soit avec un titre ou pas, et je veux quelqu'un pour qui je serai cette aide-là, mais qui a cette même vision que moi. Et je me rappelais de tous les enseignements aussi qu'on avait reçus à l'église au Gabon, à Agapé, et je le retrouvais textuellement dans tout ça. Je me dis, mais lui, en fait, il sort d'où? Je ne le connais pas, il n'a pas fait cette église-là, mais je sais que ce qu'on a reçu sur ce point-là, notamment, c'est vraiment ça. Et je le retrouvais dans sa façon de faire, dans ses démarches et tout. Je retrouvais ça et j'avais vraiment cette paix-là. Et c'est ça, en fait, qui m'a motivée à dire oui. Et c'est après, quand j'ai dit oui, on a commencé à cheminer ensemble. C'est vraiment bizarre parce que c'est après que j'ai dit oui que les sentiments sont venus, pas avant. Et après, voilà, et après, donc, pour faire court, je sais pas si c'était court, mais c'est un peu ça. Donc, le témoignage des aînés, le témoignage de l'Église sur sa vie, mon témoignage aussi. Et puis, voilà. Voilà. Amen. Waouh, merveilleux témoignage également. Hein. Apparemment, lorsqu'on regarde un peu les deux couples, les témoignages des deux couples, on constate qu'en fait, la motivation, c'est la conviction du Saint-Esprit. Vraiment, lorsque je suis en train de vous suivre, on vous suit, je constate que c'est véritablement la conviction du Saint-Esprit. Et pour soi, il faut avoir une relation véritable avec le Saint-Esprit. Voilà. Donc vraiment, merci beaucoup pour votre témoignage. Ce que je peux rajouter, excuse-moi ma chérie Coco, ce que je peux rajouter, c'est que pour ceux qui nous regardent actuellement sur le direct, hein, on peut constater qu'on ne trouve pas son conjoint n'importe où.
Ces deux couples ont témoigné en disant, on s'est rencontrés à l'église. Ouais. On ne dit pas que, bon, c'est forcément à l'église que vous allez rencontrer vos futurs conjoints ou conjointes, mais on constate que l'église est vraiment un endroit privilégié, un endroit idéal pour faire cette rencontre-là. C'est vrai. Donc, je ne sais pas si monsieur Boubinji et madame Boubinji avaient un mot à dire par rapport à cette partie. Par rapport à cette belle question. Parce que monsieur Boubinji, toi, tu es une Zébi, et madame Fon, comment c'est passé? Aussi, vous avez un petit mot à dire. En tout cas, déjà, merci pour les interventions. Vous avez beaucoup parlé, hein, vraiment. En tout cas, j'avais déjà prévenu Karel, je lui dis que tu verras que les deux femmes là vont beaucoup parler, en tout cas. Là, on a apprécié, mais dans tous les cas, dans tous les cas, c'est bien. Et puis, comme disait Karel, enfin, il y avait un pasteur qui disait que c'est bien que ton futur mari, il te trouve, ou bien tu le trouves dans la présence de Dieu. Quand on a écouté la plupart des interventions, on s'est rendu compte que chacun d'eux, comme disait Karel, c'est à l'église. Ils se sont retrouvés dans la maison de Dieu, voilà. Et moi, j'ai beaucoup aimé l'intervention aussi de Jennifer. Elle a parlé de quelque chose d'important parce qu'aujourd'hui, quand même, beaucoup de gens s'engagent dans des relations sans être guéris de l'intérieur. Et ça, c'est très mauvais, j'ai envie de dire, parce que tu n'es pas guéri, tu vas faire souffrir le frère. Parce qu'on a vu comment Jean-Marc disait que il avait peur de repartir à nouveau parce qu'il se disait que voilà, ça c'est très dangereux. Et donc, en tout cas, moi, j'encourage les gens qui veulent se mettre en couple. Si vous avez été dans des relations avant, ou bien si vous traînez des blessures intérieures, vaut mieux d'abord guérir avant de, voilà, avant de s'engager à nouveau. Et puis aussi le fait que vous pouvez guérir en étant dans la relation. Parce que l'autre aussi peut être la personne que Dieu a permis pour pouvoir vous aider dans ce processus-là. Mais quand même, il y a des blessures, quand même, quand tu sens, tu te dis, vaut mieux d'abord guérir, frère. Voilà. Vaut mieux d'abord guérir et puis voilà. Mais écoute, Karel, moi je veux poser la deuxième question, si ça te va. Tu me fais juste signe et puis je pose la question. Bon, la question est de savoir comment gérez-vous cette différence de culture au sein de votre couple au quotidien. Comment est-ce que vous faites? Et puis bon, je vais appuyer la question parce que en disant, avez-vous eu dans votre relation que vous construisez le sentiment d'avoir peur de perdre chacun son espace, le peur d'être envahi, le peur de perdre son identité, ou bien sa liberté? Donc, comment gérez-vous vos différences au quotidien? Justement, là, on en parlait avant que le micro soit réactivé, mais oui, il y a eu vraiment un choc culturel qui a été quand même assez fort parce que déjà, on ne vient pas du même pays. Donc, Jennifer arrive à La Rochelle, mais malgré tout, elle reste gabonaise. Moi, Gabonaise fond. Les fonds ont un caractère, hein. Les fonds ont du caractère. Et moi, de mon côté, je suis français de souche, un bon charentais. Un bon charentais aussi, qui a pas mal de caractère aussi. Et du coup, très très tôt, déjà, comme on l'expliquait tout à l'heure, on s'est retrouvé déjà avec des différences, même simplement de compréhension. Il y a des choses qui nous paraissaient totalement différentes en fonction de notre point de vue, quoi. Moi, il y a des choses que je trouvais totalement naturelles et totalement sensées qui, elles, pouvaient la choquer et inversement. Alors déjà, même ça, il n'y a pas que c'est pas qu'une question culturelle, mais c'est une question aussi de sexe, de sexe opposé. Une femme ne comprend pas les choses de la même manière qu'un homme, déjà, et d'autant plus. Et moi, je ne suis pas quelqu'un qui forcément, avant d'être en couple avec Jennifer, et écumer les relations amoureuses ou quoi. J'en ai eu quelques-unes, mais c'était quand même assez anecdotique. Et ce qui fait que déjà, quand on commence une relation amoureuse avec une femme, quand on est un homme et qu'on n'a pas forcément connu beaucoup d'autres femmes sur le plan amoureux, il y a des choses qu'on comprend avec un regard d'homme,
qu'une femme ne comprend pas du tout de la même manière. Donc déjà, il y a déjà un premier point, juste sur le plan du sexe opposé. Mais après, sur le plan culturel, ça a été quand même un énorme choc. Parce que moi, en tant que Français, par exemple, dès qu'il s'est agi de parler de la coutume, de la dot, c'est quelque chose que nous, on ne connaît pas. Et j'oserais même dire qu'on a connu par le passé, mais du coup, ça donne une image un peu cliché de quelque chose qui est très ancien, un petit peu arriéré. On se dit, mais ça sort d'où? Ça sort de quelle époque? Et du coup, il y a eu vraiment, au début, oui, il y a eu vraiment des conflits parce que moi, je n'arrivais pas à comprendre l'importance à concevoir l'importance de ces choses-là, alors que Jennifer, ce qui est normal, y accordait une importance énorme. Et il y avait énormément de choses. Alors là, je pense à ça, mais il y a même eu d'autres choses. Hein. Après, en soi, je pense que quand on vient de deux cultures différentes, c'est évident que forcément, il y aura des différences, il y aura des incompréhensions. Après, moi, ce que je peux dire par rapport à notre expérience, c'est que quand on vient de la culture, après, je ne veux pas forcément utiliser le terme fort. C'est pas en comparaison culture forte ou culture faible, mais dans le sens où la culture qui a plus de gestes. Par exemple, nous, en Afrique, on a plus de mariage coutumier, il y a tout un processus, il y a la dot, il y a les présents et tout. Je pense qu'il ne faut pas avoir peur d'expliquer à l'autre comment on conçoit les choses, ce que les choses représentent pour nous. Et en discuter, en fait, amener l'autre à comprendre les choses comme tu comprends. Ça peut être long. Hein. Dans notre cas, ça a duré. Hein. Ça a duré très longtemps. En fait, on a tendance à penser un peu de façon un peu stéréotypée aussi que les fiançailles, c'est le meilleur moment, que tout est rose et que c'est après le mariage que les choses se compliquent peut-être un petit peu. Nous, ça a été totalement l'inverse, en fait, parce que nos fiançailles, ça a été des fiançailles, on va dire, très volcaniques, parce que ça a été vraiment le moment où on s'est confrontés, où on s'est confrontés l'un et l'autre, comme on dit dans la Bible, que quand on dit que le fer aiguise le fer, nous, on l'a étudié vraiment au mot parce que on s'est vraiment confrontés. C'est-à-dire que il y avait vraiment cette différence culturelle, il y avait cette différence dans la façon d'exprimer nos sentiments aussi. Moi, je suis pas quelqu'un qui exprime mes sentiments de la même manière que Jennifer. Du coup, forcément, moi, je vais avoir des gestes que elle ne va pas comprendre comme étant des gestes d'affection. Et à l'inverse, elle va avoir une posture ou des gestes aussi d'affection que moi, je ne vais pas forcément réussir à comprendre. Et du coup, tout cet ensemble fait qu'au début, en fait, c'est vraiment comme si on ne parlait pas la même langue. Au début, on était vraiment plus dans la confrontation parce que réellement, on n'arrivait pas à se comprendre. On n'arrivait pas à se comprendre, on n'arrivait pas à comprendre à quel point telle ou telle chose était importante pour l'autre. Et au final, il aura fallu presque 2 ans, puisqu'on a été fiancés pendant 2 ans. Et il aura fallu au moins tout ce temps-là pour simplement arriver à accorder les cultures qu'on avait, qui étaient différentes. Et pour casser aussi certains préjugés, certains clichés, certains mythes qu'on met dans la tête de par nos cultures différentes. Quand on va au Gabon et qu'on parle et qu'on se représente les Français, on a des images en tête. En France, quand on pense aux Gabonais, c'est pareil, on a des images en tête. Et il faut arriver à passer au-dessus de ça aussi, à casser un petit peu ces images aussi. Et cette vision, par exemple, pour en revenir à quand je parlais de la dot, par exemple, l'image de l'argent en Occident est telle que on ne peut pas le comprendre du premier abord de la même façon qu'un Gabonais. Et du coup, on a un prisme et tout de suite, moi c'est vrai que quand on parlait de la dot, j'avais tout de suite l'image, on va dire, très financière, très capitaliste, en se disant mais tout ça c'est pour de l'argent au final, tout tourne autour de l'argent. J'avais même l'impression que j'allais t'acheter. Ouais. Moi j'aimais pas du tout cette image-là parce que j'avais vraiment l'impression que j'allais balancer de l'argent comme ça, donnez-moi votre fille et puis je balançais de l'argent. Et du coup j'avais cette image en moi, mais qui est culturelle aussi au final, qui est fait par le prisme de la culture. Et toi, à l'inverse, tu trouvais, c'est ce qui est normal, tu trouvais ça mais totalement différent. Oui, c'est ma culture. Après, est-ce qu'il y a des choses dans ta culture
Là, par exemple, le mariage de la dot, on l'a fait finalement. Donc, on a fait notre mariage coutumier, on a fait la dot, ses parents sont venus et au final, ils ont... Mes je pense que c'est parents, la meilleure chose qui... Ouais. Enfin, c'est une très bonne expérience. Ça a été une très bonne expérience pour eux. Après, il y a aussi d'autres points dans les différences. Je sais que nous, par exemple, en Afrique, les petits garçons, on pratique la circoncision. Nous, pour nos enfants, on n'a jamais vraiment abordé le sujet, hein, parce que dès le départ, on s'est dit qu'on ne le ferait pas parce que c'est pas obligatoire. Donc, il y a des points comme ça aussi sur les différences de culture où, après discussion, on se dit que, bah, est-ce qu'on le fait, est-ce qu'on le fait pas? Parce que ça, Enfin, par exemple, pour c'est- reprendre l'exemple de la circoncision, c'est quelque chose que nous, on fait très peu. Voilà. Pratiquement pas, à part pour raison médicale, mais C'est ça. si ça a besoin d'être Donc, prescrit. je pense que le tout, c'est vraiment la communication dans le couple. Après, pour les plats, parfois on mange africain, parfois on mange européen. Bah, la clé pour moi, la clé du truc, c'est vraiment de pouvoir puiser le meilleur des deux mondes. Et quand il y a vraiment des choses qui nous tiennent à cœur et que l'autre a du mal à comprendre, et ben, il faut simplement communiquer. On en revient toujours à ça, hein, mais c'est la communication et la compréhension. Il faut insister, les garçons finissent toujours par accepter. Non, je N'importe rigole. quoi. Non, mais il faut juste comprendre pourquoi c'est si important pour l'autre, en fait. Ouais. Parce que nous, ça nous semble pas important, mais c'est pas parce que pour nous, c'est pas important que pour l'autre, c'est pas important non plus. L'autre n'a pas la même vision que nous et inconsciemment, c'est quelque chose qu'on pense. On se dit, bah, si moi, c'est pas important, pour l'autre non plus. Mais non, l'autre a des sujets d'importance très différents. Donc, voilà. L'idée, pour moi, en conclusion, c'est vraiment d'essayer de prendre le meilleur des deux. Il y a des choses que j'aime beaucoup, que j'ai découvert dans la culture gabonaise, que j'aime énormément. Et au final, je ne l'aurais pas découvert si je ne m'étais pas à un moment jeté dans le bain et puis que je n'avais pas accepté que, bah, allez, il faut découvrir. Et puis c'est tout. J'étais jamais allé en Afrique avant qu'on aille au Gabon pour faire le mariage coutumier. Je me demandais où je mettais les pieds et aujourd'hui, bah, c'est un terrain plus connu et ça ne me dérange absolument pas d'y retourner, non, c'est sûr. Je sais pas, Merci beaucoup, Jennifer et Jean-Marc. Vraiment, merci beaucoup pour merci d'avoir expliqué un peu les différences au niveau de la race, parce que déjà, c'est quelque chose de visible. En fait, votre différence, c'est quelque chose de visible. On voit déjà que Jean-Marc est blanc et toi, tu es noir. Donc, vraiment, voilà. Donc, c'est pas facile. Hein. C'est pas facile. Effectivement, avec les préjugés qu'on a ici en Afrique, particulièrement au Gabon, être avec quelqu'un qui est européen pour une africaine, c'est souvent un peu tabou. Donc, on va passer la parole à Betty et Isaga pour répondre à la même question. Donc, je vais la reprendre. Quelle est la différence en fait? Quelle est la différence que vous ressentez en fait au niveau de votre couple? Et comment vous la gérez? Comment vous la gérez au quotidien? Comment ça se passe en fait? Déjà, je vais prendre la parole cette fois-ci. Déjà, moi, en fait, à la base, je me disais que vu qu'on est africain, ça va passer crème. Mais pas du tout. Pas du tout. Moi, je suis gabonaise, congolaise. Lui, il est sénégalais, mauritanien. Et alors là, non. La culture, elle est totalement différente. Totalement différente. Et vraiment sur beaucoup de points enfin, au-delà même de ce que j'aurais pu imaginer, je savais déjà que sur les plats, peut-être, enfin, il y a quelques plats qui se ressemblent, mais s'il y a il y a des choses différentes. D'ailleurs, j'ai même une petite anecdote. Tout à l'heure, on faisait à manger ensemble, et du coup, moi, je suis en train de faire le riz. Et puis, il m'a fait, vous, votre façon de faire le riz, là, vraiment, je ne sais pas. Et puis, je l'ai regardé, je lui ai dit, mais comme c'est vous, les Sénégalais, vous pensez que vous avez le monopole de la culture pour savoir préparer. Pour me montrer donc comment on va faire le riz, comment il faut bien faire donc le riz. Et puis là, ça m'a fait, il est sorti, allez jeter les poubelles. En fait, donc nous, on est beaucoup sous le ton de la rigolade. Vraiment, au départ, c'était un peu clash parce que, par exemple, chez eux, une femme se lève le matin. Le matin, elle se lave et puis elle arrange la maison et puis elle passe à la cuisine. Et j'ai pu le voir notamment avec ma belle famille. Je pense qu'on en parlera un peu plus.
Et ben, je veux quand même vite fait le dire. Donc, une fois, on est parti chez mes beaux-parents à Paris, à Mantes-la-Jolie. Et du coup, donc le matin, parce que là-bas, quand j'y vais, ce que je fais à la maison, je ne fais pas ça là-bas. Hein, parce que je sais, comme la Bible dit, que la femme est la gloire de l'homme et la couronne de son mari. Donc, toutes les caprices que je peux faire à la maison, là-bas, là, je me tiens à carreau. Et donc, je me lève le matin. Sa petite sœur, Awa, elle était dans la cuisine déjà préparée, lavée et tout. Elle était dans la cuisine déjà le matin à 8 heures. Elle était déjà lavée, elle était dans la cuisine en train déjà de commencer à préparer les choses pour le chef. Et le chef budget. Et donc, moi, j'arrive, je savais qu'il fallait que j'aille me laver, donc j'avais déjà j'étais déjà prêtée pour aller à la douche. Je vais quand même la saluer. Je lui dis bonjour. Elle me regarde. Parce que là-bas, ben, mon prénom, en fait, c'est Myriam. Comme par exemple, Dieu vraiment fait bien les choses. Parce que voilà, mon prénom, c'est Myriam. Et donc là-bas, on m'appelle Myriam. Elle me dit, Myriam, je t'ai lavé. Oh! J'ai seulement pris mes bagages. Je suis partie vite fait dans la douche. Je lui ai dit non. Oh, ça, c'est un truc que moi, je vais expliquer. Je vais expliquer ça bien avant. Je voulais seulement dire bonjour. J'avais bien dit que dans ma culture à moi, le matin, quand tu te réveilles, avant même de venir dire bonjour à quelqu'un, il faut t'assurer que tu te sois lavé. Au minimum, débarbouiller la figure et brosser les dents. Tu te fais une petite toilette. C'est le minimum avant de venir dire bonjour à quelqu'un. Même si vous êtes dans la même maison, dire bonjour. Vous faites votre toilette le matin. Ça, c'est vraiment dans notre culture. Et ça, c'est très tôt le matin également qu'il faut le faire. Et moi, ça fait 7 ans de mariage maintenant, mais moi, c'est toujours pas rentré. En tout cas, ça va venir. Ça va venir, mais en tout cas, ça va venir, mais pas encore. Du moins, quand je vais chez lui, chez ses parents, j'essaie de le faire bien, bien, bien. Mais quand on est à la maison, vraiment. Et donc, du coup, au départ, c'était vraiment compliqué. Ils ne comprenaient pas, mais comment, mais pourquoi? Moi, une femme, c'est comme ça. Et des fois, ils me menacent, ils me disent que je vais t'envoyer un mois chez moi dans mon village, à Dialoubé, là-bas, au fin fond du Sénégal. Et puis, on va voir comment tu vas réagir avec tous mes parents autour et tout. Mais vraiment, là, maintenant, c'est vraiment beaucoup. On rigole, en fait. Comme je vous ai raconté tout à l'heure, moi aussi dans ma culture, enfin, il y a beaucoup de choses aussi, bon, comme il y a des choses un peu similaires, il y a des choses où, voilà, on rigole, des fois, ils m'embêtent, ils me disent, voilà, chez vous, il n'y a pas les routes, tu regardes, tu vois, chez nous, il y a les routes. En fait, vraiment, voilà, on se prend vraiment beaucoup plus à la rigolade, on parle, et puis, on fait vraiment beaucoup aussi de concessions. Je me dis, que ça, il aime que je fasse ça, et ça le valorise, ça le fait plaisir. Donc, je vais m'efforcer à le faire. J'étais à une période où, par exemple, je ne travaillais pas quand on a eu notre première fille. Je savais que, bon, là, il partait au travail et moi, je restais à la maison avec Eliel. Et donc, je savais qu'il ne faut pas qu'il rentre à la maison à 18 h et qu'il ne me trouve pas lavé, la nourriture n'est pas prête et tout ça, tout ça. Donc, je m'arrangeais vraiment à le faire parce que je sais que ça va lui faire plaisir, qu'il va être bien. Mais vraiment, de notre côté, c'est vrai qu'on peut discuter, mais c'est beaucoup sur le ton de la rigolade, on s'embête, mais dans le ton de la rigolade, les messages passent aussi. Voilà, que tu dois faire ça et toi aussi, tu dois faire ça. Et voilà, c'est beaucoup plus comme ça, en fait. Voilà, c'est vrai qu'au départ, c'est vraiment compliqué, mais là, ça passe. Ouais, c'est vrai, en tout cas, qu'il y a beaucoup de concessions, en tout cas, qu'on fait. Hein. Parce que, mine de rien, c'est vrai qu'on est tous africains, mais on a vraiment des différences dans les habitudes et dans pas mal d'autres choses aussi. Tout à l'heure, le couple Giro a parlé des dots. Chez nous au Sénégal ou en Mauritanie, peu importe, en Afrique de l'Ouest, la dot on ne fait pas la dot de la même manière qu'en Afrique centrale. Chez nous, comment la dot ça va se passer? C'est extrêmement simple. Vraiment, c'est des simples noix de cola que tu donnes en fait à la famille de la mariée et c'est tout, quoi. Mais avec les bijoux aussi. Non, ça c'est pas la dot. Ça c'est vraiment des cadeaux pour la femme, mais après l'avoir mariée en fait, ou le jour du mariage ou des trucs comme ça.
Mais vraiment, la dot, c'est vraiment des noix de cola et c'est tout. Même pas de l'argent. Non, pas d'argent. La dot, c'est vraiment… Alors que je sais que en Afrique centrale, que ce soit au Gabon, au Congo, au Cameroun, etc., c'est à peu près les mêmes cultures et la dot, c'est pas ça, quoi. C'est… t'as une longue liste comme ça, D'ailleurs, il a sa liste parce qu'il ne m'a pas encore etc. noté. Ouais. Donc, il a sa liste. Qui doit aller déposer? Oui, en plus, voilà. On a la liste. Nous, on n'a pas encore eu l'occasion de partir au Gabon. Donc, le mariage coutumier et puis tout ce qui est… ouais, on a fait les présentations, c'est vrai. Le mariage coutumier, on n'a pas encore fait. Du coup, la dot aussi. Mais c'est ça? Ouais, d'accord, ok. Bon, ça, on n'a pas encore fait. Mais en tout cas, on a la liste. Et moi, c'est pas un truc… quand moi, j'ai vu cette liste, je me suis dit, bon, c'est quand même… mais il y a quand même eu la shortlist. Ouais, et puis bon, comparé à d'autres personnes, quand j'ai vu d'autres mariages à côté, je me suis dit, ouais, bon, ça passe quand même un tout petit peu. Mais voilà, moi, au départ, déjà, quand on m'avait parlé des dots avec des sommes d'argent phénoménales, je me suis dit, c'est pas possible, quoi. C'est quoi cette histoire? Mais bon, après, je me suis dit, bon, on va faire on va le faire, il faut qu'on le fasse. L'objectif, c'est quoi? C'est vraiment d'honorer en fait la famille, d'honorer la famille. Je pense que ça, c'est super important, quoi. Donc voilà, on a pas mal de différences, mais on essaie de temps en temps de s'efforcer et puis de faire ce qui plaît à l'autre personne, quoi. Voilà. Merci pour ce témoignage. Ben, après, on en discutait, mon bébé et moi. Après les deux interventions, on constate que peu importe l'origine, peu importe les traditions, le couple qui décide à être ensemble, ils doivent communiquer, ils doivent faire des concessions. Et on se rend compte que la complicité est primordiale. La complicité. Betty et Isaga, eux, ils mettent ça dans le sens de la rigolade. Ils rigolent beaucoup de ça et tout. Et on constate bien que dans les deux situations, dans les deux couples, au début, c'était compliqué. Donc, pour ceux qui nous écoutent, ceux qui nous regardent, il faut savoir qu'au début, ça peut ne pas être facile. Mais si vous ressentez vraiment que vous êtes fait l'un pour l'autre, il faut persévérer, il faut patienter. Donc, la patience, la persévérance, et il faut beaucoup communiquer. Non, c'est ça. Exactement. Donc voilà, merci encore pour cette première partie de l'édition très enrichissante. Assurément, une étude a été bénie et sera bénie par ces paroles, par ces expériences partagées. Donc, on se retrouve dans peu de temps pour la deuxième partie.